Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue sur MIPIM Connect pour cette dernière conférence de la semaine. Je suis Ronan Vaspart et je suis le directeur de MIPIM. Nous venons de vivre une crise sans précédent et on étudie depuis quelques semaines dorénavant sur MIPIM Connect les impacts de cette crise, tant sur l'investissement immobilier que sur certaines classes d'actifs ou encore sur le bien-être dans nos villes et dans les différents bâtiments que l'on occupe. Mais qu'en est-il des impacts sur le marché de l'emploi dans l'industrie? Quid des nouveaux usages? Le télétravail devenu norme ces précédents mois va-t-il devenir réalité après l'été, après le mois d'août? Pour évoquer tout cela, je suis donc ravi d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Costa, Alexandre Sterlin et Alban Dartois. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Emmanuel Costa, vous êtes la directrice des ressources humaines de Tikeo. En 2 mots, pouvez-vous vous présenter votre société? Le groupe Tikeo Capital est un groupe qui a maintenant 16 ans. C'est une société de gestion, on va dire, alternative et d'investissement. Aujourd'hui, le groupe gère environ un peu plus de 25 milliards à 4 business principaux qui sont le real estate, le private equity, les fonds liquides et la private debt. Le groupe a environ 540 personnes aujourd'hui sur 11 pays, en Asie, aux États-Unis et dans l'Europe. Voilà, on est coté sur Euronext depuis 2017 et on poursuit une croissance assez dynamique depuis les tout débuts d'ailleurs, puisque on est en phase d'expansion importante et aujourd'hui notre challenge c'est effectivement le développement à l'international. Merci beaucoup Emmanuel. Donc j'accueille aujourd'hui également Alexandre Sterlin. Vous présidez la société Ethio. Même exercice, pouvez-vous nous évoquer votre champ d'action? Avec plaisir Ronan. Donc Ethio est une jeune entreprise que j'ai créée en 2012. Donc elle a fêté ses 8 ans cette année en plein confinement. Donc c'était une année un peu particulière. C'est une société de conseil, donc nous faisons de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et en 8 ans, Ethio est devenu un des principaux acteurs indépendants dans le conseil immobilier et plus précisément dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, nous faisons historiquement beaucoup d'immobilier logistique, mais nous sommes diversifiés depuis quelques années dans toutes les classes d'actifs. Donc, nous faisons du tertiaire, de l'hospitality, du retail et puis depuis peu des marchés publics et de l'aménagement. Aujourd'hui, le groupe Ethio compte 55 collaborateurs. Nous allons faire un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros cette année et nous faisons entre 120 et 150 projets par an de toute taille, depuis des très gros projets, notamment des projets d'accompagnement d'investisseurs sur des acquisitions, mais également des projets de développement où nous accompagnons investisseurs ou utilisateurs. Et nous sommes basés à Paris, Lyon et Lille et nous avons connu une très forte croissance ces dernières années avec le boom de l'immobilier. Et donc, nous avons beaucoup recruté à l'échelle d'Ethio, bien entendu, mais entre 15 et 20 collaborateurs par an ces dernières années. Super, de belles nouvelles et on va voir si effectivement les nouvelles sont toujours aussi bonnes malgré la période que nous vivons actuellement. Et donc pour terminer ce tour de table, notre partenaire à tous pour le coup, Michael Page, dont vous retrouvez d'ailleurs les offres d'emploi sur MIPIM Connect, est représenté par Alban Dartois, son manager exécutif senior, si je ne dis pas de bêtises. Alors Alban, faut-il encore présenter Michael Page ? Oui, toujours et encore. Alors déjà, Michael Page, c'est la marque historique, mais elle fait partie de Page Group. Page Group, c'est un des leaders mondiaux du recrutement. Il y a 7000 collaborateurs dans 36 pays, si je ne me trompe pas. Et on insiste sur le fait qu'on est un cabinet de recrutement spécialisé, parce qu'on a tendance à assimiler la taille à un cabinet généraliste, mais nous sommes bien spécialisés. Pour ma part, je suis en charge chez Michael Page, qui est la marque dédiée aux cadres confirmés au cadre sup, du pôle immobilier. Et notre job, puisque nous aussi on en a un, c'est d'accompagner les acteurs de la maîtrise d'ouvrage. Je pense notamment aux promoteurs, aux foncières, aux investisseurs, aux sociétés de gestion, pour ne citer qu'eux, dans leurs problématiques RH au sens large, et puis plus précisément
dans leur recrutement. Très bien. J'essaierai d'apporter les bonnes nouvelles que tu attends, Ronan. Très bien. Du coup, je vais vous laisser la parole en tant qu'acteur du coup essentiel du marché pour le coup de l'emploi. Avez-vous quelques enseignements à nous donner, quelques analyses, quelques retours d'expérience quelques semaines après ce déconfinement? Oui, alors tout à fait. Bon, c'est bien de recontextualiser un peu le boom qu'on vient de connaître, un peu sous tous ces aspects, et de faire le bilan, si tant est que ce soit suffisant, que le recul soit suffisant pour le faire. Mais aujourd'hui, on a encore pas loin de 14 millions de salariés qui sont en activité partielle. C'est pas neutre. Il y en a quasiment 900 000 de plus qu'au 7 mai, la date du premier déconfinement. Donc on est encore sur une phase d'assimilation de ce choc qui a été brutal, rapide et très intense. Et on est en train d'absorber tout ça. À noter que le secteur de la construction n'est pas le plus épargné, puisque c'est le troisième secteur qui a été concerné par ces dispositifs d'activité partielle. Et là, on aperçoit le rebond qui devient très tangible, notamment sur les métiers de l'immobilier, comparativement à la construction, où là, il y a un petit peu plus de dégâts, notamment du fait de défaillances d'entreprises. L'immobilier, lui, connaît un rebond chez les acteurs que je viens de citer, les promoteurs, les foncières, mais même les grands utilisateurs, les sociétés de conseil et de gestion, puisqu'en prenant, en loupant, on va dire, sur 3 métiers types que sont les responsables de programme ou encore les asset managers, on voit qu'aujourd'hui, il y a plus d'offres que l'année dernière, notamment sur les métiers liés à l'investissement. C'est-à-dire qu'on a clairement mis le frein à main sur les postes en production, mais on accélère à nouveau et peut-être de manière encore plus intense sur les logiques de développement et d'investissement pour deux raisons principales. Pour la promotion, c'est un redémarrage suite à une année très compliquée. On ne va pas reparler de la période électorale en plus du Covid. Et pour les asset managers, parce que la France représente encore, et plus que jamais avec le Brexit et autres, une place de choix pour les investisseurs français et internationaux. Donc des bonnes nouvelles, il y en a, ça se matérialise dans le volume des offres disponibles, que ce soit chez Michael Page ou chez nos confrères ou chez les recruteurs finaux. Pour vous donner un élément chiffré très précis, en ce moment, chez Page Personnel et Michael Page, il y a 200 offres d'emploi en immobilier qui sont disponibles. Très bien, 200 offres sur le territoire national. National. Très bien. National. Évidemment, je ne parle pas encore du scope UK et allemand qui fait partie de notre partenariat et qui sont 2 territoires encore très, très dynamiques aujourd'hui. Très bien. Bien, écoutez, fort de cette entrée en matière, j'ai envie de dire, ou de cette analyse, je propose qu'on commence notre dialogue. Il y a 3 points principaux que je souhaiterais aborder tous ensemble. Le premier, c'est comment votre société, Tikeo ou Ethio, ou Michael Page peut-être également, a vécu le confinement d'un point de vue organisation du travail. Ensuite, c'est comment vous voyez évoluer le marché de l'emploi dans les mois à venir et comment cela va se traduire pour vos sociétés. Et pour terminer, peut-être les comportements, les usages. Voyez-vous un réel changement? Pensez-vous qu'il y a le monde d'avant et le monde d'après? C'est toute la question et peut-être ce que l'on va évoquer ensemble tout à l'heure. Alors tout d'abord, pour votre société, Emmanuel Costa, j'ai envie de vous donner la parole en premier lieu. Déjà, par intérêt, quel impact concret déjà sur votre business? Est-ce que cette période de Covid-19, de confinement, a été une période, au-delà d'être complexe, mais complexe d'un point de vue business également, ou est-ce que vous voyez une jolie lueur d'ici quelques semaines? Probablement que sur la valorisation des actifs, effectivement, la crise du Covid a pu avoir des impacts. En revanche, je dirais que sur la volumétrie de nos activités, en tout cas pour 3 de nos 4 business, ça a été plutôt indolore.
J'exclus effectivement donc private equity, private debt et les marchés, les fonds ouverts se sont bien comportés. Je mets à part effectivement alors du coup l'immobilier, puisque là on a quand même senti une forme de ralentissement des transactions évidemment. En revanche, je dirais que sur la partie financements spéciaux, qui peut inclure d'ailleurs des opérations en immobilier, en real estate. Là, en revanche, on va dire que cette période est évidemment favorable à cette business-là. Si on parle du côté investissement, on est plutôt sur un trend où il y a des choses qui ont été décalées, mais pas annulées. Donc là, on est en train de reprendre le fil des différents deals et on pense que les clients n'ont que suspendu en fait ou fait une petite pause pendant cette période quand même extrêmement particulière, mais que les choses reprennent actuellement le fil en fait. Voilà, c'est à peu près l'état des lieux aujourd'hui chez nous si on parle de l'activité. Très bien. Même constat chez vous, Alexandre. Vous parliez d'une société en fort développement depuis sa création. Cette année 2020 restera marquée évidemment et marquante, mais qu'en est-il pour vous? Alors, année très particulière, bien entendu. Ethio était en pleine croissance au moment du confinement. La situation a été assez contrastée suivant le type de projet. Les projets qui étaient en montage, finalement, les équipes ont basculé en télétravail. On a continué à travailler sur le montage des projets immobiliers. Alors, bien entendu, il y a quelques projets qui ont pris du retard et un gros projet qui s'est arrêté. Un autre s'est arrêté, mais déjà été repris par un autre investisseur. Donc, il y a quand même des investisseurs opportunistes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, pour la partie montage, finalement, le basculement entre travail au bureau et télétravail s'est plutôt bien fait, mieux que ce qu'on pouvait espérer. Sur les projets qui étaient en cours de réalisation, là, c'était beaucoup plus compliqué puisqu'on a eu beaucoup de travail pendant le confinement. Il a fallu accompagner nos clients, utilisateurs ou investisseurs dans l'arrêt des chantiers, puis la reprise des chantiers. Donc finalement, ça a été un travail très intense de nos équipes avec pas la possibilité de se déplacer sur les chantiers en cours. Donc une situation quand même complexe à gérer depuis une situation de télétravail. Et puis enfin, la troisième situation, ce sont les projets qui étaient en phase d'audit ou de due diligence. On a pu continuer à travailler sur les data rooms. Par contre, plus de visites de sites possibles. Et aux grandes dames de certains de nos clients qui étaient en plein closing de certains portefeuilles, par exemple. Et on a repris les visites le plus tôt possible, mais à partir de la mi-mai, c'était encore compliqué de se déplacer, mais sous la pression de nos clients investisseurs qui voulaient boucler leurs opérations, on a repris les visites dans des conditions un petit peu dégradées, mais ça s'est quand même pas mal passé. Nos équipes ont été très courageuses, très volontaires pour aller reprendre les audits très rapidement dès la mi-mai. Donc, vos effectifs ont pu continuer à travailler, pour le coup, dans un télétravail, j'ai envie de dire adapté. On en reparlera peut-être avec Emmanuel Costa tout à l'heure, mais dans une sorte de télétravail et de ne pas avoir recours ou peu recours au chômage partiel qu'on trouvait beaucoup en France? Absolument, nous n'avons eu aucun chômage partiel chez Ethio. Au contraire, nous avons été plutôt très occupés. Alors forcément, ce n'est pas du travail qui est extrêmement rémunérateur pour nous conseils, parce qu'il est compliqué d'aller demander des honoraires complémentaires à des clients qui vivent déjà une situation difficile, mais ça fait partie de notre métier d'accompagnement. Donc nos équipes ont été sur le pont depuis chez eux, alors en région parisienne pour certains, et puis beaucoup de collaborateurs ont profité de la période de confinement pour aller un petit peu partout en France, soit dans des maisons de campagne, soit dans de la famille. Donc, ça a été un petit peu compliqué aussi de faire revenir tout le monde sur Paris à partir de la mi-mai. Mais ça s'est globalement plutôt bien passé. On anticipait de grosses difficultés et on a eu des équipes qui sont plutôt serrées les coudes et qui ont été assez constructives. Super. Donc, un télétravail forcé, on en parlait tout à l'heure, de par la force des choses. Alban, est-ce qu'on a vu peut-être, que ce soit chez Michael Page ou chez l'ensemble des clients de Michael Page, des profils de personnes qui peut-être un peu plus à l'aise avec cette méthode de travail ou des gens qui étaient un peu moins frileux à cela? Alors, c'est pour vous, Alban, mais peut-être pour vous également, Alexandre et Emmanuel. Mais Alban, peut-être d'abord?
Bon, j'ai envie de dire de manière un peu caricaturale, les plus frileux sont souvent les patrons concernant le télétravail. Les jeunes collaborateurs sont très demandeurs, ça on le sait, sont d'autant plus à l'aise aussi sur tous les outils qu'on a pu benchmarker. On en parlait juste avant de commencer la réunion, quid du choix entre Teams, entre Skype, entre Zoom et toutes les autres qu'on a pu tester pendant 3 mois. Tout ça, finalement, c'est du détail. La réalité, c'est que ça a été avant tout un challenge managérial, quelles que soient les populations, quels que soient les degrés de seniorité. On a retrouvé l'essence même du rôle de manager à tout niveau, y compris le rôle de manager non hiérarchique, le collègue qui prend des nouvelles de son homologue, qui essaye de maintenir un niveau de pression d'intérêt, de pression positive évidemment, sur une période qui a été très compliquée avec tous les degrés différents en fonction des conditions physiques, techniques que chacun traversait. Nous, on est passé par une phase de chômage partiel qui a été assez difficile à gérer sur le plan managérial, et on était tous évidemment ravis de revenir au bureau, de se revoir en vrai, même si c'était avec le maître de sécurité réglementaire, avec le gel, avec les masques et tout ce qu'on veut. On était très content de remonter sur le pont, et c'était un constat qu'on partageait très largement avec nos clients à tout niveau. Pour répondre à ta question sur le volume d'activité qu'on reprend aujourd'hui, nous, on considère qu'on est au moins à niveau ISO en termes d'intensité, en termes de rythme, parce qu'il y a du temps à rattraper. Et en termes de résultats chiffrés, on est aussi entre 80-90% d'un rythme pré-Covid, ce qui est de bon augure pour réaliser finalement une année sans trop de dégâts, parce que on sait que la trésorerie qui se décale finalement à la fin d'année, ça reste du chiffre d'affaires en moins. Et ça, c'est tout le défi qu'on doit relever, nous, dans notre métier, mais auprès de tous nos clients, quels qu'ils soient. Super, donc projetons-nous après l'été, ou même déjà pendant cette période estivale, mais déjà à partir de septembre. Emmanuel, du côté de Tikeo, où en êtes-vous d'un point de vue, on parle du marché de l'emploi, là en l'occurrence, et de l'emploi dans vos sociétés, d'un point de vue recrutement, est-ce que ça se poursuit? Est-ce que vous êtes plutôt dans un gel des embauches aujourd'hui, en attendant de voir comment le business reprend? Comment vous vous positionnez dans tout cela? Alors, le gel, je pense qu'il a été de facto pendant la période de confinement. Enfin, j'ai quand même eu des managers qui m'ont demandé de recruter des gars pendant le confinement et de les onboarder à distance, etc. Donc, ça, c'était assez rigolo. Donc, nous, on a effectivement, on a levé le pied pendant cette période-là qui était juste pas propice à faire des choses dans de bonnes conditions. Il faut dire que l'année dernière, on a recruté un peu plus de 100 personnes. Et donc, ça fait ça, ce trend-là, il date de maintenant de plusieurs années. Et donc, de manière générale, on était quand même dans une volonté pour que les intégrations et tout ça se passe bien, de faire un peu, d'être plus modéré dans les recrutements, et c'est aussi dû au fait qu'on digitalise beaucoup et qu'à un moment donné, on est mieux organisé, on a des processus, etc. Bon. Donc là, actuellement, on est peut-être un tout petit peu plus attentif quand même. Il y a des choses qu'on a décalées aussi. Particulièrement sur la partie investissement, on cherche par exemple des directeurs d'investissement en IMO d'ailleurs, en Italie, en Allemagne, etc. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va tranquillement reporter pour la fin de l'année. Mais il y a des secteurs où on a encore des besoins, évidemment des besoins, parce que nous aussi, on a une activité qui est assez dense et qui continue à l'être. On a beaucoup de projets. Donc des asset managers, des spécialistes fund ops, que ce soit en real estate, mais aussi en private debt ou en private equity, des gestionnaires. Alors il faut dire aussi il y a Sofidy dans notre groupe, qui est le leader français des SCPI, et eux aussi sont encore en croissance et en développement. Donc là aussi, il y a des besoins qui sont identifiés. Côté commercial, côté
Invest, également des gestionnaires. Donc, il y a des, je focus là spécifiquement sur la partie real estate. Il y a des postes qui sont incontournables et importants pour nous, et donc on continue en fait. Chez vous également, Alexandre, je crois que vous avez aussi des postes en cours de recrutement actuellement. Alors absolument, au moment où le confinement est arrivé mi-mars, on était en pleine phase de recrutement de beaucoup de project managers. J'ai signé les derniers contrats de travail début mars. Ce sont des collaborateurs donc, qui sont arrivés pendant le confinement. Le dernier chef de projet est arrivé le 20 juin. Donc, il a fallu faire des onboarding en plein confinement. Donc, ça n'a pas été très simple. Il a fallu intégrer ses collaborateurs. On a tenu nos engagements. Effectivement, la tentation avait peut-être été à un certain moment de dire on ne donne pas suite à ces recrutements, mais les contrats de travail étaient signés. Certains collaborateurs avaient démissionné leur ancien poste. Donc, on a tenu nos engagements et on a intégré tous ces collaborateurs. Depuis, bien entendu, on a calmé un petit peu le rythme, mais on continue à recruter. Et là, on complète les équipes quand il y a des besoins très spécifiques. On a, depuis la fin du confinement, on a recruté une chef de projet sur notre agence de Lyon qu'on cherchait depuis un petit moment. Et puis, nous avons recruté une directrice juridique. C'est un poste qu'on crée également, dont on avait besoin depuis plusieurs mois et qui nous rejoint courant septembre. Voilà. Et pour la suite, bien entendu, on fait au cas par cas, en fonction des besoins. Si éventuellement il y a des départs, on les remplacera certainement. Mais bien entendu, on va attendre avant de reprendre un rythme de recrutement, d'avoir un peu plus de visibilité. C'est le gros problème qu'on a, même si notre activité est encore très intense jusqu'à l'été. On a très peu de visibilité sur ce qui va se passer au mois de septembre, notamment sur les projets les plus courts pour nous, qui sont les projets d'audit et due diligence. On ne sait pas du tout si nos clients investisseurs vont garder un rythme d'acquisition important. Sur la partie project management, on a un petit peu plus de visibilité, donc on sait qu'on devrait faire une année prochaine correcte, mais certainement pas avec les taux de croissance qu'on a connus ces 3 ou 4 dernières années. Et justement, on a vu que cette période a révélé peut-être certains profils ou certains comportements. Je crois que vos critères de recrutement dans vos deux sociétés sont autour de jeunes gens ou de diplômés de grandes écoles. Est-ce que là, votre grille d'appréciation change un petit peu sur une dimension, les soft skills, qui deviennent encore plus importantes qu'elles ne l'étaient par le passé? Emmanuel, peut-être? Pardon. Oui, probablement, mais c'est vrai que chez nous, on a toujours favorisé massivement les soft skills, avec évidemment un background un peu solide, grandes écoles, ingénieurs ou écoles de commerce, mais c'est vrai que ça ne suffit pas pour entrer dans une entreprise aussi en croissance, je dirais, exponentielle comme la nôtre, et aussi très entrepreneuriale. On est vraiment une entreprise de doers, et là, vous avez l'impact évident des soft skills et des gens qui vont s'épanouir très très bien dans des environnements plus matures et plus stables, qui ne seront pas heureux chez nous. Donc, on porte une attention toute particulière aux soft skills, on le fait depuis toujours, et je dirais que la période qu'on vient de vivre, c'est vrai, peut-être met encore en plus en valeur les gens dans leur capacité d'adaptation, leur agilité, le fait de ne pas avoir peur, d'être capable de faire face à des sujets non traités jusqu'à présent, de sortir de sa zone de confort, et tout ça, en fait, c'est pas forcément de l'intelligence, c'est de l'intelligence humaine, et ça, c'est pas un diplôme. Donc voilà, je pense que dans des périodes inédites comme ça, les gens qui s'en sortent le mieux, et c'est pour ça qu'on les recherche aussi, sont ceux qui ont le moins de préconception et probablement cette capacité de curiosité et d'adaptation, d'agilité. C'est vrai dans les groupes comme les nôtres, où quand vous êtes en croissance ultra rapide, le changement, c'est tous les jours. Et vous avez besoin d'avoir des collaborateurs qui ont non seulement des compétences, mais surtout du potentiel. Très bien. Alors peut-être,
allons-nous vers la troisième partie de notre conversation qui est autour des usages et de la manière de transformer la manière de fonctionner tous ensemble. Le MIPIM, la communauté du MIPIM travaille autour de l'industrie de l'immobilier et donc on parle aussi on parle d'investissement mais aussi de l'occupation des immobiliers de bureaux, de commerce ou de résidentiels. Pour vous, Alexandre, les comportements vont-ils changer? Est-ce que le télétravail va devenir la norme? Allez-vous fuir les bâtiments? Est-ce que l'avenir n'est qu'un monde de résidentiel? Le monde de l'office est-il désuet? Alors, ça m'embêterait beaucoup parce qu'Ethio a déménagé en plein confinement pour prendre des locaux 2 fois plus grands. Donc, forcément, le timing n'était peut-être pas idéal. Maintenant, on reste confiant dans notre capacité à grossir dans les années qui viennent. Donc, bien entendu, on est attaché à ce que les collaborateurs viennent au bureau, se rencontrent, échangent, fassent du travail en équipe, socialisent encore autour de la machine à café ou dans des réunions ou le midi en déjeunant ensemble. Maintenant, effectivement, il y a des évolutions qui, à mon avis, il y a un effet cliquet, on ne reviendra pas dessus, y compris dans la tête des managers, comme le disait Alban. Moi, à titre personnel, je suis beaucoup plus ouvert au télétravail que je ne l'étais. Et je crois que nos collaborateurs nous ont démontré qu'ils pouvaient être productifs tout en restant 1 à 2 jours par semaine à la maison. C'est à peu près la norme qu'on s'est fixée. Et on est en train de faire signer une charte télétravail aux collaborateurs qui sera effective à la rentrée de septembre. Et on leur laisse la possibilité, en leur faisant confiance, et je crois que c'est un mot très important, la confiance, en leur faisant confiance, de pouvoir travailler 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Maintenant, les temps de présence au bureau pour les réunions internes ou pour l'aspect social du travail ou la créativité, ce sont des temps très importants. Alban, est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres également auprès des partenaires, des clients et de Michael Page en premier lieu? Oui, alors c'est un sujet, si tu le permets, j'aimerais bien revenir un instant sur le thème précédent, à savoir l'évolution de l'appréciation des soft skills dont on entend parler depuis longtemps, des qualités comportementales en bon français. Alors oui, évidemment, c'est un sujet d'intérêt croissant. On a la chance quand même en immobilier d'avoir déjà une population qui est très bien formée de manière générale, qui est assez équilibrée. On respecte la parité en immobilier, il faut le savoir, on peut en être fier. Et surtout, on a affaire à une communauté, réellement une communauté de gens qui partagent pour beaucoup d'entre eux une véritable passion. On est sur un secteur de passionnés et on est sur un phénomène de marché. Donc toutes ces qualités-là, elles vont se retrouver encore mises en exergue plus qu'avant, j'allais dire, parce qu'on a eu ce contexte très compliqué et on va d'autant plus les apprécier qu'aujourd'hui, on va attacher de l'importance à quelqu'un qui met en avant son esprit d'équipe. C'est assez drôle de voir que sur LinkedIn, il y a 300% de gens supplémentaires qui mettent cette qualité-là sur leur profil, alors qu'avant, on aurait considéré que c'était peut-être un détail. Mais non, aujourd'hui, on est passionné, on est fier de l'indiquer. Et pour les recruteurs que nous sommes et pour qui nous travaillons, c'est aussi un critère de recrutement. Ça, c'est sur la population. Alors après, sur les évolutions du marché, je reviens à un constat que chacun fait. Le Covid n'a pas été une rupture. C'est plutôt un accélérateur de tendance. Donc, la mort du bureau pour un tout résidentiel, évidemment non. Un monde 100% télétravail ou flex office, non. On s'est rendu compte aussi de l'importance sociale qu'avait le bureau et le contact physique. Je ne parle pas de contact de visioconférence. Donc tout ça est en mutation, les opérateurs sont challengés. On parlait depuis quelques années de la mixité produit, bureau, retail, restauration, résidentiel. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers de la fusion produit avec le co-living qui est un peu une fusion du résidentiel, de l'hôtellerie, le coworking qui est une fusion du tertiaire et de l'hôtellerie également, ce qui a un impact en termes de décloisonnement cette fois-ci des cursus. C'est une critique qu'on entend souvent à l'égard de notre secteur, c'est que nous sommes un peu dans la reproduction et dans le cloisonnement des parcours. Et ces évolutions-là, le fait que ces produits maintenant se parlent,
eh bien, dégage des possibilités d'évolution de gens qui étaient à la logistique hier, qui passeront au retail demain, plutôt inversement d'ailleurs, et idem pour le tertiaire, pour l'hôtellerie ou pour le résidentiel. Et pour nous, écoutez, c'est une formidable manière de pouvoir mettre en avant l'essence même des parcours des gens qu'on accompagne et de nos clients qui recrutent. Et voit-on dans ce cas on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais des métiers en plein boom versus d'autres qui seraient pour le coup en difficulté par rapport à la situation qu'on vit actuellement? Je poursuis? Allemand, oui. Ok. Non, il n'y a pas de nouveaux métiers. Il y a plus de nouveaux métiers côté construction avec l'émergence du BIM, etc., sur des métiers qui sont très techniques. En maîtrise d'ouvrage, on va plutôt être encore une fois sur des accélérateurs de tendance, de volume. Et là, clairement, le dernier trimestre qu'on anticipe et l'année prochaine, on sera a priori, et on veut être volontariste, appuyer à fond sur l'accélérateur de l'investissement, du développement, parce qu'on considère que les fondamentaux de notre industrie sont quand même encore très bons. Et donc là, il y a vraiment une carte à jouer à tout niveau d'expérience, que ce soit pour les jeunes diplômés qui s'inquiètent légitimement en ce moment, mais également pour les confirmés intermédiaires ou les patrons de BU. Il y aura vraiment des places à prendre. Alors après, on peut évidemment mettre en avant la logistique, qui est en plein boom. On peut parler inversement de l'hôtellerie qui a pris un coup derrière la tête. Il y aura de la place et ça, il faut, pour avoir une petite photographie, aller voir. Je prêche pour ma paroisse, allez voir les offres Michael Page, vous ferez une bonne idée de ce qui se fait sur le marché. C'est donc une bonne nouvelle, en tous les cas, partagée que tu viens de partager, Alban. Vous parliez tout à l'heure, Alexandre, également, je change un tout petit peu de sujet, mais tout à l'heure, vous disiez, j'aimerais revenir sur les investisseurs opportunistes, c'est-à-dire qu'on voit que la situation que l'on vit actuellement génère peut-être des changements d'habitude, ou en tous les cas, des opportunités que certains savent saisir. Vous pensiez à quoi? Alors clairement, nous on a des clients investisseurs qui aujourd'hui ont fortement ralenti leurs investissements dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité. Et puis on a d'autres clients investisseurs qui aujourd'hui estiment qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre pour eux. Les marchés sur l'immobilier étaient très très élevés et ces investisseurs vont sans doute profiter d'une baisse peut-être seulement temporaire de la concurrence sur l'acquisition de beaux produits, qui soient logistiques, tertiaires ou autres, pour se positionner. Et alors, c'est qu'une petite tendance, mais on a certains clients qui aujourd'hui sont en train de nous demander de mener des missions d'audit pour repasser à l'achat. Certains qui ne l'étaient plus repassent à l'achat. Donc, ça aura pour nous, en termes de profil de recrutement, effectivement, on s'attend à devoir recruter des spécialistes de l'audit et de la due diligence, là où en project management, on attend plutôt un tassement du marché. Très bien. Nous arrivons quasi au terme de cet échange. Emmanuelle Costa, en tant que directrice des ressources humaines, on parle de l'emploi aujourd'hui dans cette conférence. J'ai envie de vous donner le mot de la fin. C'est-à-dire, on entend quelques bonnes nouvelles quand même, et on voit que le monde de l'immobilier est peut-être un peu moins terne que d'autres secteurs d'activité actuellement. Voilà. Oui, non, mais moi je suis assez d'accord. Je crois que c'est très intéressant de comparer un peu les différents profils dans les différents types d'activités. Alors pour nous, c'est l'asset management, mais je pense qu'on peut le retrouver dans d'autres secteurs. Dans le secteur immobilier, on a vraiment des gens, je suis toujours très étonnée, qui sont vraiment passionnés, et des jeunes qui vont prendre cette voie à dessein. Sans forcément regarder les autres types d'actifs. Donc je crois qu'il y a une forme de vrai intérêt, et je trouve que c'est le meilleur moyen de faire bien son métier, c'est d'être vraiment passionné